Bonjour et bienvenue dans Rencontre avec une femme inspirante de la fonction publique, un podcast que nous enregistrons avec notre invitée, Madame Isabelle Dorlia-Pouzet, secrétaire générale de la préfecture de l'Eure et sous-préfète d'Évreux. Je suis Isabelle Bonnet-Muret et cette rencontre a lieu dans le cadre du parcours de formation vers l'égalité professionnelle « Osez réaliser vos ambitions et booster votre carrière » que j'ai le plaisir d'animer. Yann Derlin, de l'Institut régional d'administration de Lille, va nous présenter en quelques mots ce parcours qui en est à sa 3e édition. Bonjour, je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui et de représenter l'Institut régional d'administration de Lille à l'occasion de l'enregistrement de ce podcast. Podcast qui intervient dans le cadre d'un parcours de formation mis en place par l'IRAD Lille en partenariat avec la plateforme ressources humaines de la préfecture de Normandie à destination des femmes cadres de la fonction publique. Il en est d'ailleurs le point d'orgue. En quelques mots, l'objectif de ce parcours est d'identifier les freins rencontrés par les femmes cadres de la fonction publique dans leur projet d'évolution professionnelle et de les accompagner pour lever chacun de ces freins. L'interview d'une personnalité féminine inspirante vient incarner un parcours professionnel bien réel, mais aussi réussi. Merci Yann Derlin. Nous vous souhaitons une bonne écoute de ce podcast et nous allons commencer par présenter notre invitée. Alors mesdames, à vous de jouer. Caroline Gouju, référente de proximité au secrétariat général commun de Seine-et-Marne. Madame Isabelle Dorlia-Pouzet, secrétaire générale de la préfecture de l'Eure et sous-préfète d'Évreux. Vous êtes une femme inspirante. Vous êtes, depuis l'année dernière, chevalier de la Légion d'honneur. Cette distinction vous a été remise par le ministre des Armées. Votre expérience professionnelle est variée et riche. Vous avez exercé à la fois dans le privé et dans le secteur public, aussi bien en France qu'à l'étranger. Vous vous définissez comme une gourmande professionnelle. Vous menez plusieurs vies de front tout en développant de nouvelles compétences. Aujourd'hui, vous nous dites que vous n'avez plus rien à prouver. Merci Caroline et je vais vous poser la première question, Madame Dorlia-Pouzet. Pourquoi avez-vous accepté notre invitation ? Eh bien, écoutez, merci de cette invitation. Avant de vous dire pourquoi, c'est une invitation qui ne se refuse pas. J'ai été très touchée que vous ayez pensé à moi. Et quand vous avez prononcé le terme de femme inspirante, j'étais extrêmement intimidée et je me suis demandé en quoi je pouvais être inspirante. Vraiment très intimidée. Donc, ça m'a donné envie de venir échanger pour voir. Et je suis persuadée que cet échange va être au moins aussi enrichissant pour moi que pour les autres. En tout cas, j'espère qu'il le sera un petit peu pour les autres, mais il le sera pour moi, c'est certain. Alors, madame, je m'appelle Céric Diarra, je suis chef de bureau à la direction des services départementaux de l'éducation nationale du 76 et donc je vais vous poser des questions sur votre parcours professionnel. En quoi consiste votre mission de secrétaire général de la préfecture de l'Eure et de sous-préfète d'Évreux ? Alors, les missions de secrétaire général de préfecture, sous-préfet de l'arrondissement chef-lieu, donc dans l'Eure Évreux, sont assez classiques. C'est dans tous les départements les mêmes. Il s'agit, en tant que secrétaire général, d'assurer la coordination des services de la préfecture, d'assurer aussi le suivi de la mise en œuvre des politiques publiques au nom du préfet, de suppléer le préfet si par cas il doit s'absenter. Et par chance, être sous-préfet de l'arrondissement chef-lieu, c'est ce qui permet de garder un pied avec le terrain et d'être sous-préfet d'arrondissement, métier que j'ai exercé auparavant, que j'apprécie énormément et qui nous permet d'avoir le lien direct avec les élus du territoire et puis les actions de terrain. Qu'est-ce qui vous motive dans vos fonctions actuelles ? Qu'est-ce qui me motive dans mes fonctions de sous-préfète d'arrondissement et de secrétaire général ? L'immense diversité de ces fonctions. On ne s'ennuie jamais, on touche à tout, à la fois à l'ensemble des politiques publiques que porte un préfet dans un département, l'ensemble de la mise en œuvre des politiques publiques portées par le gouvernement, mais aussi un lien direct avec l'ensemble des élus, quels qu'ils soient, quelle que soit la taille de leur collectivité, la nature de la collectivité, commune, groupement de communes, département, ce qui nous amène à être au service du public d'une autre manière. On pourrait considérer qu'elle est relativement indirecte, mais moi je la considère comme très très directe parce qu'on est dans un accompagnement du quotidien de l'ensemble des acteurs du territoire, public, économique, associatif. Quel est le fil conducteur de votre parcours professionnel ? Est-ce que vous aviez un plan de carrière ? Alors non, j'ai pas eu de plan de carrière du tout.
du tout. Et d'ailleurs, si j'ai passé des concours à un âge déjà relativement avancé, enfin pas âgé non plus, mais quand même, j'ai une grande partie de ma carrière avant de passer les concours. C'est bien que j'avais pas spécialement de plan de carrière. En revanche, j'avais des envies très fortes, des convictions très fortes, et ma façon d'avancer dans ma carrière, puisque j'en ai une tout de même, ça a été de saisir les opportunités qui se présentaient, et voilà, à chaque fois qu'elles me semblaient intéressantes, avec des défis. J'aime les défis, avec de la nouveauté, que j'aime le changement, j'aime la nouveauté, et à chaque fois quand même qu'il y avait un lien avec le service public, parce que c'est sûrement ça qui me guide, le service au public. Je suis Christelle Jossé, je suis référente de proximité du secrétaire général commun auprès de la direction départementale de la protection des populations de la Seine-Maritime. Moi, je voulais savoir quels étaient les moments clés de votre parcours professionnel. Les moments clés, en fait, j'ai envie de dire que c'est à chaque fois que je change de poste. Alors, si, bien sûr, quand j'ai réussi le concours de l'Institut national des études territoriales, l'INET, que j'ai décidé de passer à un moment donné de ma carrière, évidemment, ça a été un moment clé, parce que ça m'a amené à occuper des postes que je n'aurais pas pu occuper au préalable. Ça m'a amené à faire une formation à l'INET qui a été tout à fait intéressante et stimulante. Ça m'a beaucoup donné confiance en moi. Donc ça, c'est vrai que c'est un moment clé. Ensuite, vous avez évoqué tout à l'heure un parcours à l'international qui n'a pas été très très long, mais deux expériences qui ont été très formatrices, parce que c'est là qu'on apprend à travailler avec des gens différents, des cultures différentes, des modalités, un environnement différent, et c'est très formateur. Donc ça a été des moments forts aussi. L'INET est une école donc à Strasbourg, à côté de l'ancienne ENA, qui est INSP, École nationale du service public aujourd'hui. Beaucoup de gens passent les deux concours. Moi, j'ai passé uniquement celui de l'INET parce que j'étais dans la fonction publique territoriale et que c'est ce qui me semblait cohérent par rapport à mon parcours. Mais les deux écoles forment les hauts fonctionnaires de la fonction publique. Au même titre d'ailleurs que, sauf pour la fonction publique hospitalière, mais en tout cas pour la fonction publique d'État et la fonction publique territoriale. Dans quel poste vous vous êtes senti le plus épanoui et pourquoi ? Je vais peut-être vous décevoir, mais moi je me sens épanouie tout le temps. Donc, alors le plus, faut choisir, c'est pas mon fort. Là où j'ai peut-être été le plus en phase avec mes aptitudes et mes appétences, c'est peut-être le poste de directrice générale adjointe avec des missions sociales au conseil départemental du Rhône, qui était le conseil général à l'époque, parce que j'ai une forte appétence pour les politiques sociales et pour notamment les politiques de l'aide sociale à l'enfance et de la protection maternelle et infantile. Donc là j'ai été tout particulièrement à l'aise, mais je me suis sentie heureuse dans toutes mes missions et dans tous mes postes, et le poste actuel, je crois, me donne une immense satisfaction. J'ai évoqué tout à l'heure que j'aimais aussi beaucoup le métier de sous-préfet d'arrondissement, qui est un métier de terrain, de proximité de l'ensemble des acteurs politiques, économiques, associatifs et des habitants aussi. C'est vrai que c'est un métier que j'ai beaucoup aimé, sous-préfet d'arrondissement. Et est-ce que vous pouvez nous donner le meilleur et le pire souvenir de votre carrière ? Je me souviens pas des pires souvenirs. Non, sincèrement pas. Et puis les meilleurs, il y en a beaucoup trop pour que je puisse en citer. Parce que quelquefois ce sont des moments très fugitifs qui peuvent être des tout petits moments, des rencontres avec soit des acteurs, des collègues, des habitants. Quand j'étais sous-préfète ville à Amiens, j'ai souvent été sur le terrain avec les mamans des quartiers, et là j'ai eu des moments très intenses de vie qui ont été très forts et qui me laissent effectivement de très très bons souvenirs, mais c'est plus un souvenir humain et personnel qu'un souvenir professionnel, à vrai dire. Nathalie Lebert, chef de la section commandement au 1er régiment d'infanterie de la garde républicaine à Nanterre. Madame Dorlia-Pouzet, vous avez une expérience dans le secteur privé. Avez-vous observé des différences avec le service public ? Alors oui, évidemment. Pour autant, mon expérience dans le secteur privé, elle est ancienne. Elle est très ancienne. C'était en tout début de carrière et c'était à l'international aussi. Donc c'était évidemment très différent du secteur public. Je vais pas répondre directement à votre question, mais néanmoins,
J'ai vu presque autant de différences quelque part entre les modes de fonctionnement dans les collectivités territoriales et le ministère de l'Intérieur. Des différences qui sont pas d'ailleurs regrettables, hein, c'est pas du tout négatif parce que c'est des cultures professionnelles qui sont fort intéressantes les unes comme les autres, qui répondent à des contextes, à des cultures professionnelles, et donc les différences ne me parlent pas en tant que telles, mais plutôt des spécificités de chaque culture professionnelle qui sont intéressantes à découvrir et à s'approprier pour pouvoir bien les porter. J'ai travaillé dans le marketing, mais en tant que chargée d'études marketing. J'ai travaillé dans une première entreprise qui faisait des études de marché pour les sociétés de services informatiques, donc quelque chose de très pointu. À une époque où, désolé, mais c'était il y a très 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 longtemps et les ordinateurs personnels commençaient à peine à se développer. Et puis j'ai travaillé également dans un autre bureau d'études marketing, mais là pour les médias. Et donc c'était à l'étranger, au Maroc. Donc c'était pour faire des études de marché pour la presse, la radio et la télévision, et le lancement notamment à l'époque de la toute première chaîne de télévision privée marocaine qui s'appelait M2 International. Comment abordez-vous vos prises de poste? Auriez-vous des conseils à nous donner? Alors, ma façon de faire, après chacun fait comme il peut, je crois, mais ma façon de faire, dans un premier temps, et j'ai remarqué avec l'expérience que je fais toujours comme ça sans même y penser, je passe toujours un temps certain, mais plutôt de l'ordre de plusieurs semaines quand même, à être en observation, à écouter, à regarder, à prendre beaucoup de temps et à être relativement silencieuse en réunion, ce qui change beaucoup très vite après. Mais je suis beaucoup en observation dans un premier temps, et je m'enrichis de tout ce que je vois, de la façon dont travaillent les collègues, les collaborateurs, ma hiérarchie, les partenaires extérieurs. Dès lors que j'ai adopté ou apprivoisé l'ensemble de mon environnement professionnel, je me sens vraiment partie complètement dans ma mission. À votre connaissance, que disent de vous vos anciens collaborateurs? Disons que ceux qui sont toujours en contact avec moi, c'est en général pour des raisons plutôt agréables pour moi. Voilà. Après, ceux qui ne m'ont pas apprécié, sans doute qu'on s'est peut-être un peu perdu de vue, je ne sais pas. Non, je crois que je suis quelqu'un d'un peu exigeant. Certains parlent d'une main de fer dans un gant de velours. Ça a été dit à plusieurs reprises dans plusieurs contextes. Mais je crois aussi, en tout cas c'est ce que j'essaie de faire, et j'aime à penser que c'est le cas, je suis quelqu'un de très à l'écoute et je suis beaucoup dans l'empathie, parfois trop peut-être. Mais très, en tout cas, c'est sûr, très dans l'empathie. Lorraine Adouche, chef de section au Centre d'expertise de ressources titres permis de conduire à la préfecture du Val d'Oise. Moi, je souhaiterais savoir à quoi ressemble votre journée type. Ma journée type, c'est pas un exemple. Je préfère commencer par ça. Ma journée type n'est pas un exemple, c'est celle que j'accepte de faire et qui me convient. Et je demande à personne de faire pareil. J'arrive au bureau à 7h30 le matin et j'en repars à 23h. Donc vous comprenez pourquoi je ne me permettrai pas de le conseiller à qui que ce soit. C'est possible parce que j'arrive à un âge de ma vie où mes enfants sont très grands et n'habitent plus avec moi. C'est possible aussi parce que je suis en célibat géographique, ce qui est pas très rigolo, mais qui me permet de gérer mon temps comme je le souhaite. Et c'est ce qui me permet aussi de me donner à fond et de faire tout ce que j'ai envie de faire dans mon travail. Parce que vous avez évoqué tout à l'heure que j'aime me définir comme une gourmande professionnelle et que j'aime pas choisir, j'aime pas faire des priorités. Et donc, bien sûr, j'en fais, parce qu'il faut faire des priorités par moment, bien sûr. Mais c'est ce qui me permet d'avoir cette amplitude, de répondre à toutes les demandes, d'être à l'écoute, de toujours accepter tous les rendez-vous, d'être présente à toutes les réunions et d'être dans les délais pour les signatures des parapheurs, voilà. Alors, en tant que femme, avez-vous rencontré des obstacles ou des difficultés durant votre carrière ? Est-ce que j'ai rencontré des difficultés en tant que femme? Je sais pas si on peut appeler ça des difficultés, mais je suis une femme. Et de fait, quand on est une femme, je reste convaincue qu'on est
Alors, on n'est pas un homme. Je sais qu'il y a un gros débat sur le genre et que peut-être les années à venir nous amèneront à raisonner autrement. Mais en tout cas, pour les femmes de ma génération et en tout cas pour ce qui me concerne, j'ai toujours senti une spécificité à être une femme dans un environnement souvent très très masculin, notamment depuis que j'ai des postes de direction ou des postes de décision où on est dans le meilleur des cas 30% de femmes, plus généralement 20-25%, et quelquefois où je suis la seule femme dans une réunion d'hommes. Et on est d'abord des collègues, on est d'abord des cadres, on est d'abord des responsables de chacun sa mission, chacun ses responsabilités. Et la plupart du temps, je ne sens pas de différence dans le regard de mes collègues ou des partenaires ou des personnes qui sont autour de moi. C'est plutôt moi qui le ressens parce que j'ai le sentiment de pas leur ressembler ou de pas être exactement comme eux ou de pas correspondre exactement à ce qu'ils auraient fait. Et encore maintenant, à l'âge que j'ai et avec l'expérience que j'ai, il m'arrive encore assez souvent de ne pas, parce que je suis pas du genre à m'imposer dans une conversation, d'être plutôt spectatrice d'échanges que de tenir la conversation pour parler de choses. Donc, voilà. Avez-vous donc été confronté notamment à une situation de sexisme éventuellement, et laquelle ? Alors moi j'ai eu la chance dans ma vie, dans ma carrière, j'espère que ça durera, de ne pas être victime personnellement de sexisme, quel que soit le degré. En revanche, c'est sûr que j'étais en situation d'être considérée comme une femme. Alors bon, est-ce que c'est gênant ? Moi, ça ne m'a jamais gênée parce que j'assume parfaitement d'en être une et j'en suis fière et ça me va bien. Donc ça me pose pas de difficulté. Là où ça peut être un peu gênant, c'est quand ou si on m'avait cantonnée dans certains rôles du fait que je sois une femme. C'est vrai que quand j'étais DGA du Conseil général du Rhône, on m'a confié le poste des politiques sociales, qu'on confie en général le plus souvent encore statistiquement à des femmes, mais c'est celui que je voulais en fait. Alors est-ce que je voulais ça parce que je suis une femme ? Je ne sais pas. En tout cas, c'est celui que je voulais, qui m'a intéressée et dans lequel je me suis sentie bien. Donc c'est difficile de répondre à ces questions-là. Mais moi, j'ai jamais été victime de sexisme, ça c'est sûr. J'ai pu l'observer par contre dans d'autres situations, des amis, des collègues, mais moi non. Alors c'est plus des amis collègues en dehors du cadre de mon cadre professionnel qui ont eu à subir régulièrement soit des réflexions, soit des mises à l'écart qui étaient complètement inappropriées. Mais encore une fois, moi j'aime à penser que je laisse pas la place à ça non plus. C'est-à-dire que non. Même pas la place pour essayer, ou peut-être que ça se sent, j'en sais rien, mais voilà. Alors après aussi, quand j'étais dans la fonction publique territoriale avec des assemblées d'élus, vous dire qu'il y a jamais eu des vieux messieurs qui m'ont pas fait des compliments sur mes jambes, ce serait mais non quoi. Enfin c'est les pauvres, voilà, j'avais plus de la pitié pour eux que de la gêne pour moi en réalité. Voilà. J'aimerais savoir quel est votre degré de confiance en vous. Mes proches disent qu'elle est très très basse. Ma confiance en moi. Il y a les deux. C'est-à-dire que je pense que j'ai suffisamment de confiance en moi parce que j'ai attrapé toutes les opportunités qui se sont présentées. Donc j'ai pas peur. J'espère être assez courageuse dans mon mode de fonctionnement. Quand quelque chose me plaît, j'y vais, je fonce et je me pose pas de questions. Enfin, si, je pose des questions pour pouvoir faire comme il faut, bien sûr, mais je ne me pose pas la question de est-ce que tu vas y arriver. Si j'en ai envie, je travaille et je fais le maximum pour y arriver. En revanche, là où j'ai pas confiance, c'est quand je suis dans un environnement que je ne connais pas ou quand j'arrive et j'ai toujours l'impression que je vais pas être à la hauteur. Voilà, c'est quelque chose qui me poursuivra toujours, je pense. Vous êtes-vous déjà auto-censuré et vous êtes-vous parfois senti illégitime ? Alors non, auto-censurer, c'est quand je ne suis pas sûre de moi techniquement. Effectivement, j'évite de prendre la parole. Et j'essaie de ne parler que quand je sais de quoi je parle et quand j'ai travaillé mon sujet ou quand je suis à l'aise sur un domaine que je connais bien. Donc je pense pas que ce soit de l'autocensure, c'est de la... Je considère que c'est plutôt de la conscience de ce qu'on est capable d'apporter ou pas. Sur la légitimité, j'ai plus un complexe d'usurpation que d'illégitimité en fait.
parce que j'ai passé des concours, j'ai jamais eu de passe-droit, j'ai jamais été proposé un poste parce que je connaissais je sais pas qui, j'ai jamais été dans des réseaux d'une nature ou d'une autre. Donc ce que j'ai, je le dois qu'à moi-même. Donc la légitimité, j'ai voilà, la faiblesse de penser que je l'ai. Comment ça se manifeste, ce complexe d'usurpation Je suis généralement et toujours impressionnée par la compétence et les qualités des autres. Et donc j'ai toujours l'impression que les autres sont plus compétents et ont plus de qualités que moi. C'est plutôt ça. Et voilà. Alors après, quelquefois, quand on connaît mieux les gens, on se dit finalement, ça va, je suis compétente aussi. Mais j'ai un a priori je suis admirative des autres en fait. Je suis assez admirative et j'aime la compétence des autres. J'ai beaucoup de respect pour le travail des autres et j'ai toujours l'impression que c'est plus que ce que je pourrais jamais faire. Et pourtant, ça ne vous a pas empêché d'arriver à un poste à haute responsabilité. Alors comment vous avez réussi à dépasser ce complexe d'usurpation? En travaillant, je crois. En travaillant beaucoup. Je travaille beaucoup. Oui, mais j'aime ça en même temps. J'aime beaucoup travailler parce que ça apporte beaucoup de travailler. C'est très gratifiant. Patricia Fauchy, chef de section sécurité, ordre public, prévention de la délinquance. Comment exercez-vous votre leadership? Mon leadership, je pense que c'est par mon caractère. C'est mon caractère et ma façon d'être. Je vous ai dit tout à l'heure que j'aime bien commencer par écouter les gens, par les comprendre, essayer de savoir ce qu'ils sont et de les respecter. Et c'est ma façon de faire, de me faire adopter par le respect que j'ai des autres. C'est ce que j'essaie en tout cas de faire. Et à partir de là, je crois qu'on se fait respecter aussi en fait. Et ça se passe bien. Alors, je dis pas qu'il y a jamais eu d'anicroche dans ma carrière, bien entendu. On peut toujours rencontrer quelqu'un avec qui ça passe plus ou moins bien. Mais globalement, j'entraîne bien les gens. Je sais que j'aime bien tirer le meilleur des autres. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, que je trouve toujours beaucoup de qualités chez les autres, c'est facile quand vous voyez les qualités des autres, de tirer les qualités, ça me permet d'amener le meilleur. Et quand on amène le meilleur des autres, on avance bien, on avance vite. En termes de management, comment vous faites alors en termes pratiques? Je reçois beaucoup. Je fais beaucoup de bilatérales, beaucoup de réunions d'équipe. Alors je suis pas dans la réunionnite absolue, c'est rythmé, c'est sur des temps qui sont déterminés, à des rythmes qui sont également déterminés, avec soit des petits ordres du jour pour que les gens sachent ce qu'ils viennent faire, soit à bâton rompu. J'aime bien aussi parce que ça permet d'exprimer quand on a besoin de faire des points sur des situations d'ambiance, sur des difficultés de fonctionnement. C'est bien aussi de pouvoir être à bâton rompu. Mais je suis beaucoup dans des temps d'écoute et puis ma porte est toujours ouverte, mais physiquement. Sauf si je suis en réunion ou en rendez-vous évidemment, mais si je suis ni en réunion ni en rendez-vous, ma porte est systématiquement ouverte et les gens peuvent entrer en toquant quand même si je suis en train voilà, je suis aussi en plein milieu d'une rédaction, d'une lecture forcément, mais non, on peut entrer dans mon bureau sans avoir rendez-vous pour exprimer un besoin, une inquiétude ou avoir tout simplement une question technique. Je suis disponible. Quel est votre rapport à l'ambition et au pouvoir? Alors, c'est vrai que les professions que j'ai exercées, les métiers que j'ai exercés apportent un petit peu de pouvoir, mais donnent aussi un peu d'autorité. J'ai envie de dire, en collectivité, on a un certain pouvoir. Et au niveau dans les métiers de l'État, on a une certaine autorité. On a un peu les deux partout, évidemment, mais les deux sont différents, sont également intéressants à exercer dès lors qu'on les exerce pour des fins légitimes et attendues, évidemment. Mais c'est important de savoir exercer le pouvoir ou de savoir avoir une certaine autorité dès lors que les deux sont justes et appropriés. Pouvez-vous citer une personne qui vous a inspiré dans votre vie personnelle ou dans votre carrière? Une seule, non. Tous mes chefs m'ont beaucoup inspiré. Alors, c'est vrai que c'est peut-être plus la hiérarchie, mais je me rappelle, moi, je travaillais en chambre consulaire, en chambre d'agriculture à un moment donné de ma vie, au début, quand même, juste après le privé.
C'était la transition vers le public. Et le directeur de la chambre d'agriculture de l'époque était un monsieur extrêmement savant, extrêmement brillant, m'a beaucoup aidé. Il m'a inspirée et je me rappelle encore aujourd'hui de conseils qu'il m'a donnés, d'alertes qu'il a pu me faire sur ma façon d'être ou de fonctionner dans le travail, très instructive, hein, très aidante en fait. Et c'est vrai qu'il a disparu il y a peu de temps parce que c'était un monsieur qui était beaucoup plus âgé que moi. Et je pense encore beaucoup à lui. Il m'aide dans ma carrière, oui. J'ai envie de parler de lui. Céline Delbar, je suis acheteuse à la préfecture de région Île-de-France. Je voudrais savoir, moi, ce que sont les valeurs qui vous animent au quotidien. À titre professionnel ou personnel ? Les deux. Moi, à titre personnel, mais je pense que ça joue sur ma façon d'être professionnelle. Il va y avoir la solidarité, la justice. Ouais, c'est les deux grandes valeurs qui m'animent. Le respect aussi, je l'ai cité tout à l'heure. On s'est posé la question de la transmission et du coup on a deux questions qui sont très liées par rapport à ça. On aurait souhaité tout d'abord savoir si ces valeurs vous ont été transmises par vos parents et vous parliez tout à l'heure de vos grands-enfants. Est-ce que vous avez transmis les valeurs qui vous animent à vos enfants ? Alors oui, pour le premier point, est-ce que ça a été transmis par mes parents ? Indéniablement. Moi, j'ai la chance d'avoir eu des parents très aimants, instituteurs. À l'époque, c'était des instituteurs. C'était avant les maîtres d'école. Vraiment profondément pétris de services publics, de la fonction publique. Très soucieux de ne pas être dans l'apparence, dans le gain beaucoup d'humilité devant la réussite, beaucoup d'humilité. Et mon papa, c'est un sportif de haut niveau, un judoka, donc il m'a élevé dans les valeurs du judo. J'aime à le dire, hein, c'est un 7e dan, c'est un haut gradé. Et c'est vrai que les valeurs du judo sont des valeurs intéressantes et j'ai été bercée là-dedans quand j'étais petite. Donc entre ma maman institutrice, empreinte de pédagogie freinée, et mon papa sportif de haut niveau, je pense qu'ils m'ont vraiment transmis cette façon d'être. Du coup, c'est une question qui était pas prévue à la base, mais vous faites du judo, du coup, vous pratiquez un sport en particulier peut-être ? Alors moi, non, je suis la seule de la famille à pas en avoir fait. En revanche, mon fils est ceinture noire, donc il a rattrapé. Non, mon papa n'a pas insisté. Moi, j'ai fait un peu d'escrime. J'ai adoré, mais je suis pas une grande sportive. J'aime l'activité physique, ça c'est sûr, mais je vais être un petit peu plus yoga que judo, si vous voulez. Voilà. Et enfin, une question un petit peu plus personnelle sur ce thème. Quel était votre rêve d'enfant ? Quelles étaient vos aspirations en tant qu'enfant ? Est-ce que vous aviez un souhait d'intégrer peut-être la fonction publique ou pas du tout ? Non, comme mon côté gourmande faisait que j'avais envie de tout et que j'ai jamais eu une seule envie forte, mais j'aurais bien aimé être infirmière ou médecin pour soigner les gens, mais bon, mon appétence à la vue du sang fait que ça c'est très vite abandonné l'idée. Au cours de mes études, j'ai fait des études de sciences politiques, de droit. J'ai été tentée par la magistrature, et notamment par l'émission de juge des enfants, ça c'est vrai. Bon, comme je suis, j'ai plutôt attrapé les opportunités. Je suis allée à Bruxelles, j'ai travaillé auprès de la Commission européenne en contractuel, puis à l'étranger, comme je vous ai dit, au Maroc notamment. C'est vrai que je suis partie sur un autre mode de fonctionnement et de déroulement de carrière. J'ai enchaîné après avec la Chambre d'agriculture. J'ai été directrice générale d'une communauté de communes, et c'est là que je me suis dit, tiens, si tu passais des concours pour pouvoir accéder à des postes de direction qui correspondent manifestement plus à ce que j'avais envie de faire. Et pour ça, il fallait passer les concours, donc d'où l'INET dont j'ai parlé à l'Institut national des études territoriales. Caroline Gouju, donc Madame la sous-préfète, comment équilibrez-vous votre vie professionnelle et votre vie personnelle ?
Alors, en ce moment, elle est curieusement équilibrée puisque j'ai un tunnel du lundi matin 7h quand je pose mon mari à la gare au vendredi 21h12 quand je vais aller le chercher. Et là, je suis dans un tunnel et c'est que du travail. Voilà. Mais j'aime ça, je m'en plains pas. Hein, j'assume complètement. Pour autant, ma vie, c'est d'abord ma vie familiale, clairement. Clairement, mais pour avoir une vie familiale heureuse et équilibrée, il faut être aussi heureux dans le monde professionnel. J'aurais pas imaginé ne pas travailler parce que quand on veut participer à la société, ça passe beaucoup par le travail. Pas que, hein, j'aurais pu, mais il faut quand même avoir un salaire aussi. J'aurais pu m'engager, ce que je fais par ailleurs peut-être, mais dans la vie associative par exemple, on peut aussi s'épanouir très fort en tant que bénévole, ça c'est sûr. Mais bon, moi j'avais envie d'exercer une profession et mes enfants sont grands. C'est des adultes aujourd'hui. C'est vrai que j'ai peut-être culpabilisé un petit peu à un moment donné de ma vie quand ils étaient notamment préadolescents, adolescents, où là, c'était compliqué de donner autant à mon travail alors qu'ils avaient un très très fort besoin. J'ai l'impression que le plus fort besoin, c'était à ce moment-là, la préadolescence et l'adolescence de mes enfants, la plus forte attente qu'ils avaient. Et je culpabilise toujours encore un petit peu aujourd'hui de pas avoir donné assez. Alors ils font leur maximum pour me déculpabiliser, ils sont très très gentils, mais je culpabilise quand même un petit peu. Vous parlez de vos enfants, vous avez réussi à leur transmettre la fibre du service public ? Je crois en fait un petit peu, même si aucun ne travaille dans la fonction publique. Est-ce que je peux raconter une anecdote? Oui, avec plaisir. Voilà. Ma fille aînée est architecte, elle travaille à Lausanne et elle était dans un cabinet privé et elle a changé d'employeur récemment et elle est passée dans le service public du canton de Vaud à Lausanne pour travailler sur les prisons parce que c'était son mémoire d'études et que elle travaille tout particulièrement sur l'impact de l'architecture du milieu carcéral sur la vie des détenus et notamment sur la vie des femmes en prison. Donc je suis très fière d'elle sur ce sujet-là. Et quand elle a été embauchée dans le canton de Vaud, ils lui ont fait passer des tas de tests et quand elle a reçu les résultats de ces tests en face de aptitude au service public, l'examinateur a écrit inné. Et donc ça, j'en ai une fierté, vous n'imaginez pas. Vous l'avez transmis dans les gènes. Et du coup, avant l'adolescence et la préadolescence, nous avons une autre période. Et d'où ma question, la maternité a-t-elle été un frein à votre carrière? Alors non. Parce que on a eu la chance avec mon mari d'avoir nos deux enfants, les deux aînés, en tout début. Donc ça c'était pas trop, ça s'est bien passé, ça roulait bien. Et notre troisième enfant, qui est un enfant que j'ai adopté, là aussi j'en suis très très fière. C'est un des rayons de soleil de ma vie. Elle est arrivée aussi assez vite derrière, alors que j'étais sur un poste où ça a été tout à fait facile. Parce qu'un troisième, c'est beaucoup plus long, le congé maternité. Et le congé maternité, dans cette circonstance, il est franchement nécessaire et très très utile. Donc non, j'ai eu la chance de pouvoir bénéficier de mes congés maternité très facilement. En revanche, j'ai travaillé à 80%, en tout cas j'ai été payée à 80% jusqu'aux 9 ans de ma fille aînée. Et j'aime à dire que j'ai été payée à 80%, parce que j'ai travaillé à 100, 110, 120, j'en sais rien. Mais voilà. J'avais mon mercredi. Oui, est-ce que justement c'est pas un piège, un des pièges du temps partiel? Ça peut en être un. En tout cas, soit il faut en être conscient. Moi, j'étais une victime consentante et consciente. Mais il faut ça, quoi. Parce que effectivement, ça peut en être un. Moi, j'avais la chance de pouvoir le vivre et l'assumer parce que mon mari était complètement. Enfin, on est très soudés. J'aurais pas la carrière que j'ai si j'avais pas eu un conjoint complètement aidant. Au contraire, c'est souvent lui qui m'a poussée quand je passais mon concours et que par moments je me disais oh non, j'y arriverai jamais. C'est lui qui me dit attends, on n'a pas fait tous ces efforts, tu vas le passer, tu vas au bout et puis tu vas le réussir parce que ça va bien. Donc non, j'ai été très très aidée et toujours très soutenue par mon mari et donc par mes enfants. Mais c'est vrai que le temps partiel sur des carrières ou sur des métiers où on a des fortes responsabilités,
ça peut être un leurre. Il vaut mieux, je pense, rester à temps plein sur du temps organisé. Et je crois qu'aujourd'hui, on est dans la capacité de le faire, ce qui n'était pas si facile il y a 20 ans. J'ai échangé avec des collègues qui travaillent au département de la Seine-Maritime et il y a une expérimentation depuis l'année dernière sur la semaine à 4 jours. Qu'est-ce que vous pensez de cette disposition ? Moi, je trouve ça très bien. Personnellement, après, bon, tout dépend aussi des missions et des services dans lesquels on se trouve, parce que il faut que ce soit suffisamment bien organisé pour que le service public n'en pâtisse pas, évidemment. Mais dans la mesure où c'est bien organisé, où c'est bien pensé et bien partagé, surtout, moi je trouve ça plutôt agréable, parce que si on peut avoir 3 jours pour sa vie privée et 4 jours intensifs, je vois bien ce que ça peut être. Ça me semble tout à fait intéressant. Après, j'ai plutôt dans ma conception, c'est que rien ne doit être imposé, mais proposé. C'est chacun doit voir comment est-ce que c'est possible pour lui-même ou pour elle-même d'organiser son temps de travail avec ses employeurs et sa hiérarchie. Yael Pustelnikov, je suis assistante administrative à la préfecture de police de Paris. En fait, vous avez déjà partiellement répondu à toutes les questions que je vais vous poser. Parce qu'entre autres, au cours de votre carrière, avez-vous déjà travaillé à temps partiel? Donc effectivement, vous avez travaillé à temps partiel, vous nous l'avez expliqué. J'ai une question quand vous dites qu'au moment où vos enfants étaient adolescents, donc vous leur avez pas donné autant que vous vouliez. Cependant, au regard des horaires que vous avez aujourd'hui, entre 7h et 23h, vous faisiez un temps partiel à l'époque, alors. Vous étiez pas entre 7h et 23h, c'est ce que j'entends. Non, mais différemment. C'est-à-dire voilà. que quand ils étaient petits, une fois qu'ils étaient couchés, je me remettais à travailler. Oui, j'ai fait ça beaucoup et longtemps. Mais en revanche, la période 19-21, c'était pour eux. Je parlais des heures, 19h, 21h. Oui. J'avais aussi comme question, quel soutien avez-vous eu durant votre parcours? Donc, on a entendu que votre époux avait été très présent. La question que j'ai, c'est, vous avez eu l'impression de ne pas donner assez à vos enfants, mais ils ont eu cette impression aussi, ou ont-ils eu l'impression que vous aimiez plus votre travail qu'être avec eux? Non. Aujourd'hui, ils disent le contraire. Aujourd'hui, ils me rassurent complètement. Maintenant qu'ils sont adultes et qu'ils travaillent eux-mêmes. Mais donc c'est vraiment un sentiment que j'ai eu moi. Personne me l'a fait remarquer, mais c'est le sentiment que j'avais. Peut-être parce que tout simplement, j'aurais aimé passer plus de temps avec eux, tout simplement. Et peut-être aussi parce que les enfants, c'est pas toujours facile à l'école, et donc il faut accompagner les cursus scolaires qui sont plus ou moins simples, plus ou moins ceux qu'on avait imaginés ou pas, et on peut pas s'empêcher de penser quelquefois, de se dire tiens, si j'avais été plus présente, peut-être que ça aurait été plus simple pour l'un ou l'autre des enfants. Un peu le sentiment commun à toutes les mamans. Peut-être. Linda Keila, responsable d'unité de contrôle à la Driette Île-de-France. Alors je poursuis sur la même thématique. Est-ce que si vous aviez été seule, vous pensez que vous auriez eu la même carrière? Seule sans mon mari ou seule sans mon mari et mes enfants? Sans votre mari. C'est l'idée de la monoparentalité. Ah, monoparentalité. J'ai la chance de jamais m'être posé la question. C'est une chance, c'est une chance. Moi, je le vis comme. Je suis incapable de vous répondre à cette question parce que je pense que on trouve des réponses quand on est vraiment devant une difficulté ou dans une contrainte. En tout cas, c'est comme ça que je vis les choses. Moi, je cherche pas de m'appliquer des problèmes que je n'ai pas. Je cherche à résoudre ce que j'ai. Alors, je peux vous dire simplement que oui, mon mari m'a beaucoup aidé. De fait, c'est vrai que la formation à l'INET à Strasbourg, alors que j'habitais Lyon à l'époque, mes enfants étaient scolarisés à Lyon. C'est vrai que si j'avais été maman seule, il aurait fallu que je m'organise. Oui, ça c'est sûr. Est-ce que même j'aurais pensé à passer le concours? Peut-être que ça aurait été un frein. Je sais pas vous répondre à ça. J'aurais peut-être passé le concours de la magistrature et je serais allée dans ma famille à Bordeaux. Peut-être. Et du coup, est-ce que vous pourriez conseiller certaines choses à des femmes qui seraient dans cette situation de famille monoparentale? Est-ce que vous avez des conseils à leur donner, soit en tant que femme ou peut-être en tant que haute fonctionnaire, avoir des idées de mesures pratiques à mettre en place?
En tout cas, le fait d'être seul, éventuellement avec des enfants, ça met dans un contexte où évidemment il faut s'organiser de manière particulière. Donc c'est une situation qu'on peut vivre comme contraignante et qui oblige à travailler l'organisation, mais ça ne doit pas être un frein rédhibitoire en aucun cas, il me semble. Je pense qu'il y a toujours des solutions aux difficultés, enfin toujours. Sauf difficultés majeures complètement dramatiques, mais il y a toujours des modalités. Donc il faut partager ces difficultés, ces contraintes avec des collègues, avec d'autres personnes de l'entourage professionnel qui ont pu rencontrer ces difficultés ou pas, mais qui peuvent avoir des bonnes idées pour organiser le quotidien, organiser l'accueil des enfants, parce que c'est trop dommage, il me semble, de s'interdire une progression professionnelle ou une évolution ou un changement professionnel dont on a envie, qui vous motive parce qu'il vous semble que des contraintes matérielles l'empêchent. Ce serait dommage de pas essayer quand même, et c'est de la responsabilité de l'entourage aussi, pas seulement de la personne concernée, c'est la responsabilité de l'entourage d'accompagner pour trouver des réponses, pour faire que ça soit possible. Et quand je dis l'entourage, c'est l'entourage amical, des collègues, mais aussi de la hiérarchie et puis de l'administration d'une manière générale pour ce qui nous concerne en tant que fonctionnaires, de rendre les choses possibles, oui. Et de quelle façon? C'est pour creuser l'idée d'un point de vue institutionnel, là, plus en mettant le curseur sur le point de vue institutionnel, administratif. De quelle façon, par exemple, la hiérarchie ou l'administration pourrait aider les femmes monoparentales isolées? En travaillant ou en cherchant des solutions intéressantes concernant le mode d'accueil des jeunes enfants, par exemple, s'il y a jeunes enfants, en travaillant sur les horaires adaptés, en travaillant sur... alors on a la chance aujourd'hui, en 2023, de pouvoir faire pas mal de télétravail, des visios, il y a probablement des modalités aussi où on n'est pas obligé sans doute d'être systématiquement en déplacement pour tout. Il y a sans doute peut-être à réfléchir sur la possibilité d'amener des enfants petits qui sont pas encore scolarisés sur les lieux de formation quand si besoin, sur des modes, je l'ai dit tout à l'heure, d'accueil pour la préparation des concours s'il s'agit d'une préparation de concours qui a des cours le soir ou le week-end, ou de pouvoir apporter des aides. Actuellement, donc dans l'Eure, à la préfecture de l'Eure, avec le préfet, nous réfléchissons beaucoup à rendre plus attractifs les postes roi dans la fonction publique, et pour les rendre attractifs, c'est aussi faire en sorte que les gens se sentent bien en venant vivre à Évreux ou dans l'Eure pour exercer leur métier de fonctionnaire. Et donc pour qu'ils se sentent bien, il faut qu'il y ait une adéquation vie privée et vie professionnelle la plus aisée possible, même si rien n'est jamais à 100% simple, hein, mais on doit pouvoir trouver des solutions. Et là, il faut être à l'écoute et en observation des difficultés que rencontrent éventuellement les agents, les collaborateurs, les collègues, les faire remonter, ne pas avoir peur d'exprimer les difficultés qu'on peut rencontrer, les points de blocage qu'on identifie comme insurmontables. Il n'y a pas ni de honte ni de frein rédhibitoire, à mon avis, et c'est en parlant que ça peut donner des idées, de se dire tiens, ah oui, l'idéal ce serait ça. Moi j'aime bien, pas que sur ces sujets-là, mais d'une manière générale, j'aime bien toujours dire c'est quoi l'idéal? Parce que c'est ça qui doit être notre objectif, en tout cas tendre vers. Et même si on sait que l'idéal il va être difficile à atteindre, en tout cas il faut tendre vers et s'en approcher le plus possible. Moi je fais toujours ça dans tout ce que je touche pour pouvoir aller le plus loin possible. Et donc pour ça, il faut quand même être conscient de tous les blocages et avoir aucun complexe à les évoquer et à les mettre sur la table, parce que sinon, si on les connaît pas, on risque pas de les surmonter. C'est très inspirant. Cathy Talbot, infirmière conseillère technique qualité à l'Agence régionale de santé de Normandie. Dans vos journées longues de 7h30 à 23h, est-ce que vous arrivez encore à trouver du temps pour vous? Et si oui, quels sont vos centres d'intérêt? Alors, trouver du temps pour moi, mon entourage considère que je le fais pas assez.
pour être très honnête. Moi, je le vis plutôt bien, même si je me sens parfois très fatiguée, donc il faudrait que je dorme un peu plus quelquefois. Mais mes centres d'intérêt, c'est d'abord ma famille et le lien avec ma famille. Donc le temps que j'ai de libre, j'essaie de le consacrer à mes enfants et puis j'ai deux bébés petits-enfants qui voilà, là c'est ça c'est ça ma grande passion du moment. Ensuite, j'ai toujours beaucoup aimé voyager, même si c'est moins à la mode aujourd'hui où on compte notre score en matière de CO2, mais j'aime beaucoup voyager, donc le peu de temps que nous avons avec mon mari, on aime bien le consacrer à ça, à des moments de découverte. J'aime aller au musée beaucoup, j'aime aller au cinéma aussi, et puis j'aime bien marcher un peu, voilà. Donc, question un petit peu plus personnelle, mais vous y avez répondu en partie. Qu'est-ce qui vous rend heureuse dans la vie ? Oui, ma famille, bien sûr. Mes enfants, mes petits-enfants, ça c'est sûr. C'est sûr. Et puis, honnêtement, le résultat de mon travail, quand je réussis, quand j'ai beaucoup travaillé, et puis il y a quelque chose de concret au bout, je suis contente, ça me fait du bien. Quelquefois, c'est frustrant parce que on exerce des métiers où il n'y a pas forcément de résultats concrets, où le résultat, il est beaucoup plus loin, beaucoup plus tard, beaucoup plus difficile à palper. Et donc, c'est un peu frustrant, ça, effectivement. C'est peut-être ce qui peut générer de l'insatisfaction professionnelle parfois, mais il faut être lucide avec ça et puis regarder les résultats. Oui. Donc si je comprends bien, ce qui fait que vous êtes heureuse aujourd'hui, c'est d'avoir réussi à trouver une alliance entre une vie personnelle épanouie, familiale et professionnelle. Oui, peut-être. Peut-être. Oui. Bien que quand je suis avec ma famille, j'aimerais y être à 100%, vous savez. Voilà. Aurélie Masse, chargée de la coordination générale du secrétariat général des affaires régionales de Normandie. Alors, Madame la sous-préfète, quels conseils donneriez-vous à des femmes en début de carrière et à des femmes à mi-parcours ? En début de carrière, de pas hésiter à accepter ce qu'on vous propose. Moi, j'ai commencé par des postes très, entre guillemets, basiques, simples, où on a les mains dans le cambouis, où on fait à la fois du travail de secrétariat, de comptabilité, j'ai évoqué la petite communauté de communes que j'ai dirigée, elle avait très peu de personnel, je faisais beaucoup de choses, plein de choses, y compris au niveau du restaurant scolaire, d'aller voir comment on positionnait les tables, au niveau du tri sélectif des ordures ménagères, d'aller voir la température du compost, enfin des choses vraiment d'être dans le concret, de comprendre le travail et le métier de tous les autres et de pas se sentir si on parle de gens qui viennent de sortir de l'IRA par exemple, c'est pas parce qu'on arrive sur un poste d'attaché qu'il faut croire que on a réussi ça que si on a un poste de cadre ou avec un titre ou ce qui va être intéressant, c'est le cœur de ce qu'on vous fait faire, c'est de toucher à tout, de découvrir des tas d'interlocuteurs, de procédures, de savoir comment fonctionnent les choses, comment est-ce que ça ne fonctionne pas justement, comment est-ce que les secrétaires de mairie font quand elles sont dans un village de 300 habitants pour traiter, comprendre ce qui vient du contrôle de légalité et qui est parfois un petit peu complexe et qu'il va falloir décrypter parce qu'elles vont pas avoir le temps de lire toutes les circulaires qu'on a la gentillesse de leur faire parvenir ou déjà que pour nous c'est quelquefois un peu complexe, mais voilà, donc en début de carrière il faut, de mon point de vue, pas hésiter à toucher à tout et à mettre les mains dans le cambouis et à y aller vraiment, et puis en milieu de carrière, mais ça vaut pour tout, là vous m'avez posé la question donc je vous réponds comme ça, mais en milieu de carrière c'est de faire le point sur qu'est-ce qui me fait plaisir et où est-ce que je veux vraiment aller, est-ce que là où je suis bien, et si oui tant mieux, mais si c'est une étape où je me dis j'ai fait le tour ou je suis un petit peu au bout de ce que j'avais envie de voir, ne pas hésiter à faire le point, de se dire de quoi j'ai vraiment envie, qu'est-ce qui me plaît, et si ce qui me plaît c'est quelque chose qui paraît un peu inaccessible, un petit peu loin, se poser la question de comment y arriver quand même, parce que si ça se trouve c'est tout à fait possible.
En tout cas, moi, ça l'a été, mais pour plein d'autres aussi. Il faut pas se barrer la route a priori en se disant ça va être trop dur. Peut-être que oui. Et puis, je dirais que si on essaie, qu'on se donne à fond et qu'on n'y arrive pas, il faut se préparer à ça aussi, pour l'accepter au cas où. Non pas pour se dire tant pis si j'y arrive pas, parce que sinon, parce qu'il faut être motivé et puis il faut être s'accrocher. Mais il faut aussi se satisfaire de la vie comme elle vient, d'après moi. Comment préparez-vous vos interventions publiques ? Tout dépend des sujets, tout dépend des contextes et de l'environnement. Sur des sujets que je maîtrise bien parce que je les connais depuis longtemps et que je les ai beaucoup travaillés, j'ai pas forcément besoin de préparer. Quelquefois, je n'ai même pas de notes. Je parle souvent sans notes. En revanche, si c'est un sujet, et ça, dans un secrétaire général, il y a aussi des sujets qu'on maîtrise pas très bien, hein, c'est obligé puisqu'on touche à tout. Là, j'ai vraiment besoin d'avoir un dossier, de le lire avant. Et en revanche, je n'aime pas lire un discours que je n'ai pas écrit. Donc, soit c'est un auditoire qui a besoin d'entendre quelque chose de très précis, et là, je vais écrire le discours et peut-être le lire. Voilà. Soit je me fais mes petits bullet points moi-même pour avoir sous l'œil, pour me souvenir au moins de l'ordre dans lequel je souhaite aborder les sujets et ne pas en oublier un qui serait essentiel. Comment gérez-vous le stress ? Comment je gère le stress ? Plus ou moins bien, suivant les contextes. Ça va dépendre beaucoup, là aussi. Hein. C'est vrai que quand on connaît très très bien son sujet, qu'on connaît son auditoire, il n'y a pas de stress, c'est facile. C'est facile. C'est de l'expérience peut-être aussi, hein. Mais ça, c'est plus facile en tout cas, pardon. Mais quand c'est des interlocuteurs qui vous impressionnent parce que vous avez de l'admiration pour eux ou parce que vous savez qu'ils sont extrêmement compétents et que vous allez devoir parler du même sujet avec ces personnes-là, là c'est le stress évidemment, on en a. Je respire très fort avant de rentrer dans la pièce. Est-ce que vous avez à respirer très fort avant d'entrer dans cette pièce avec nous ? Oui. Je souhaiterais savoir si vous avez suivi des formations sur l'éloquence, la prise de parole en public, toute cette thématique. Alors, à l'Institut national des études territoriales, oui, on a un module prise de parole en public, qu'on fait d'ailleurs avec nos collègues anciennement de l'ENA à l'époque, où là, on nous apprend à répondre à la radio, à faire de la télé. Alors, pas de podcast. C'était pas là, ça se faisait pas encore à l'époque, je crois. Ça n'existait peut-être pas. Voilà. Oui, il y a eu ça. La meilleure école que j'ai eue, c'est une anecdote, hein, pardon. C'est au mois d'août dernier. Figurez-vous qu'il y a eu un beluga qui est venu se perdre dans une anse de la Seine. Et il se trouvait que j'étais la sous-préfète de permanence au mois d'août, que le préfet était loin, très très loin, et que le directeur de cabinet était en congé, et que j'étais seule. Et donc j'ai fait 8 jours de direct avec tous les médias, BFM TV, France Télévisions, des médias étrangers, italiens, allemands, incroyables, de la télé. J'ai fait du direct de BFM 3 fois par jour pendant 4 jours. C'est très formateur. Surtout pour parler du beluga, un animal que je ne connaissais pas avant août 2022. Et voilà. Donc c'est très très. Donc quand on n'a pas le choix, il faut y aller. Il faut y aller. Mais là, non, je plaisante. Et néanmoins, avant la toute première interview, où là, il y avait déjà une bonne dizaine de micros devant moi, j'ai quand même fait un point très sérieux avec la directrice de la DPP, avec l'OFB, avec des professionnels qui m'ont parlé de cet animal, avec Sea Shepherd, qui était là aussi quand même. Et donc, j'ai parlé avec ces gens-là, j'ai écouté ces gens ou ces collègues, tout ce qu'ils avaient à dire sur cet animal, sur les possibilités d'explication qui soient là, la probabilité étant extrêmement infime et néanmoins réelle. Donc là aussi, vous voyez, c'est de me sentir à l'aise, d'avoir quelque chose à dire, de m'approprier le sujet et de me dire, là maintenant qu'il est un peu à toi le sujet, tu t'es autorisé à en parler, donc vas-y. Et là, le stress, il tombe, en fait. Parce que vous vous rendez compte que les gens en face, ils le connaissent pas, le sujet, et qu'ils ont moins le droit que vous d'en parler. Vous êtes légitime. Et quand vous vous sentez légitime, c'est ça, il faut se sentir légitime.
le stress tombe. Salima Kelfa, je suis chef de service au sein de la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités dans le Val d'Oise. Aujourd'hui, si votre parcours devait être modifié, qu'est-ce que vous changeriez ? Rien. Non, sincèrement, rien, parce que si j'aurais pu passer ou repasser le concours de la magistrature pour être magistrat, ça, oui. Mais le côté gourmand de tout, comme on l'a évoqué tout à l'heure, fait que il y a tellement de choses que j'aurais aimé faire et tellement de choses que j'ai encore envie de faire, alors que même si l'âge de la retraite repousse un petit peu, j'aurais jamais le temps de faire tout ce que j'ai envie, d'exercer tous les métiers que j'aurais envie d'exercer encore devant moi. Donc je suis contente d'avoir fait déjà ce que j'ai fait en fait. Ce qui me permet de rebondir sur toute la diversité et la richesse de votre carrière. Quelles sont les prochaines étapes ? Ah ça je sais pas, ça c'est le ministère qui le sait. Parce que quand on est sous-préfet, c'est l'administration qu'on appelle le gestionnaire qui fait ses propositions à la fois à la hiérarchie, à la dièse aujourd'hui qui gère les hauts fonctionnaires et qui dit tel poste est libre, on imagine que telle personne, tel collègue pourrait l'occuper et on vous fait une proposition qu'il faut avoir de bonnes raisons de refuser. Quel est le poste que vous n'avez pas encore eu et que vous souhaiteriez occuper ? Au ministère ? Vous avez le droit, vous avez carte blanche. Ah non, mais alors si j'ai carte blanche, je pourrais... moi, j'adorerais diriger un hôpital, diriger une prison, j'adorerais être magistrat, j'adorerais... Non, il y a plein de choses que j'aimerais faire, hein, évidemment. Après, si on reste au ministère de l'Intérieur si je ne suis pas vieille avant d'être grande, j'aimerais bien être préfète et égalité des chances. J'adorerais exercer ce métier-là. Alors, si je peux me permettre, est-ce que vous pouvez dire que vous êtes insatiable professionnellement ? Oui, je crois. Je peux le dire, oui. Alors, la question bonus, Madame la sous-préfète. Si vous aviez une baguette magique, que changeriez-vous au sein de la fonction publique ? Je ne sais pas répondre à cette question-là. Pardonnez-moi, mais je ne sais pas répondre parce que elle évolue beaucoup, la fonction publique, et elle a beaucoup évolué ces derniers temps. Et ce que je sais, ce que j'ai appris notamment quand je travaillais j'ai eu la chance de travailler 4 ans en centrale, c'est que c'est tellement complexe de faire évoluer les choses en prenant en compte l'ensemble des enjeux, l'ensemble des besoins, l'ensemble des contraintes, que la baguette magique, il faudrait qu'elle soit extrêmement complexe elle-même pour pouvoir bien envisager tout cela et ne pas faire plus de mal que de bien en fait. C'est pour ça que je préfère pas répondre, parce que bien sûr on pense tous à des points qu'on aimerait lever, mais rien n'est très simple et j'ai surtout envie de souhaiter bon courage et toute ma solidarité aux collègues qui travaillent sur l'évolution des normes, sur l'évolution, la conduite du changement, l'évolution des pratiques et la traduction en texte de ces évolutions nécessaires qui sont sans doute jamais suffisantes, jamais assez rapides, mais souvent bien pensées, bien pesées et toujours nécessaires. Donc oui, non, je saurais pas forcément quoi faire d'une baguette magique là tout de suite. Merci Madame Dorlia Pouzet. Je vais proposer aux anciennes participantes de la formation d'intervenir si vous le souhaitez. Est-ce que vous avez des questions ? Marilyn Deslandes, je suis secrétaire d'inspecteur dans le premier degré, donc éducation nationale, et accessoirement adjointe au maire de Val-de-Reuil. C'est pas forcément une question que je vais vous poser, peut-être une demande de confirmation. Vous avez dit que seul aurait été un frein à éventuellement accéder à des postes dans votre carrière ou des concours. Est-ce qu'on peut dire donc que le fait d'avoir été en couple a été plutôt un avantage pour l'évolution de votre carrière ? Est-ce que vous pouvez dire que vous devez ça à votre époux ? Ah non, j'espérais que je le dois à moi-même et pas à mon époux. Mais et d'ailleurs, il serait très contrarié d'entendre ça parce que j'ai la chance d'avoir un mari très féministe, plus que je le suis peut-être même. Et donc, donc ça lui conviendrait pas du tout votre question à lui, en tout cas. En revanche, on forme une bonne équipe, je crois, tous les deux. Et c'est plutôt ça. C'est que j'ai la chance d'être dans une bonne équipe. Je vais rebondir, puisque vous l'avez dit vous-même, le mot féministe. Est-ce que vous vous sentez féministe ? Et quelle est votre définition du féminisme ?
Moi, je me sens plus féminine que féministe, et mais c'est pas si éloigné que cela. C'est-à-dire que en étant féminine, ça n'est pas. J'adore travailler avec les hommes. Franchement, ça me va bien. Et puis j'ai des tas de collègues, d'amis hommes qui sont qu'on pourrait appeler plus féminins que certaines collègues femmes ou amies femmes qui elles seraient peut-être avec une tendance plus masculine. Je pense qu'il faut surtout respecter les gens tels qu'ils sont, quelles que soient leurs tendances, leurs appétences, et surtout pas stigmatiser les femmes d'un côté, les hommes de l'autre. Et moi, j'assume d'être féminine parce que ça me plaît, ça me va bien, mais je m'entends parfaitement bien et j'adore des femmes qui le sont pas du tout. C'est pas un problème pour moi, vous voyez, c'est pas le sujet. Ce qu'il faut surtout, c'est ne pas faire de sexisme, ne pas faire d'intégrisme ou de catégories en mettant des gens dans des cases et en les empêchant d'en sortir. On n'est pas dans des cases, on est des êtres humains, tous avec nos spécificités, nos particularités, quel que soit notre sexe en fait. Donc, je suis Hélène Gézéquel, je suis adjointe à la DRH au Crous de Normandie. Voilà, tout à l'heure, vous avez parlé qu'il faut se préparer à l'échec. Auriez-vous des conseils à nous donner pour envisager ce type de situation ? Alors peut-être justement de ne pas voir ça comme un échec. C'est-à-dire c'est pas se préparer à un échec, c'est se préparer au fait que le résultat est pas celui auquel on s'était attendu. Et du coup, c'est se préparer à tous les résultats. Voilà, mais et se dire que quel que soit le résultat, on va en tirer quelque chose et on va rebondir. Et justement, moi, le mot échec me plaît pas bien parce que je trouve ça plutôt douloureux, un échec. Et c'est voilà, je pense que c'est pas parce que on ne réussit pas, on n'est pas admis à un concours, on réussit pas à obtenir le poste pour lequel on a passé un certain nombre d'entretiens ou que on n'est pas sélectionné. Ça peut être un mal pour un bien. Moi, c'est ma philosophie de me dire ça n'a pas marché ce coup-là, alors que j'en avais extrêmement envie mais peut-être que j'en avais envie pour des raisons qui étaient peut-être pas les bonnes et que la vie fait qu'on m'oriente vers ailleurs. Et bien, vers où est-ce que j'ai envie d'aller maintenant ? Comment ? Riche de l'expérience que je viens de vivre. Je reviens sur un sujet un petit peu plus positif. Vous avez parlé tout à l'heure d'une expérience à l'étranger. Moi, je voulais savoir ce que ça vous a apporté après sur votre retour dans la fonction publique, etc. Enfin, même si les étapes sont pas forcément dans le bon ordre, mais voilà, ce que ça vous a apporté en fait, et ce que vous avez pu en tirer pour votre expérience qui a suivi dans la fonction publique. Alors, mon expérience la plus forte à l'étranger, c'était au Maroc, où j'étais chef d'équipe d'une quinzaine de jeunes hommes, alors que j'étais une très jeune femme à l'époque, mais j'étais leur chef. Ils parlaient marocain, pas moi. Ils parlaient français, moi aussi. Mais donc ils avaient l'avantage sur moi de parler 2 langues, donc celle qu'ils voulaient quand ça, quand c'était le plus pratique. Et puis être une jeune femme au Maroc, c'était peut-être remarqué plus facile à l'époque qu'aujourd'hui, si ça se trouve, je ne sais pas, mais c'est possible. En tout cas, ça m'a appris à travailler dans un contexte particulier et à me faire respecter pour ce que je suis, dans le respect de ceux avec lesquels je travaillais. J'ai aussi appris à cette époque-là, et c'était mon premier poste où j'avais un ordinateur. Pardon, les gens qui vont nous écouter pensent que je suis une sorte de dinosaure peut-être, mais voilà, c'était mon premier poste avec un ordinateur et c'était MS-DOS avec les petits clignotants verts sur un écran marron. Enfin bon, mais quand je suis revenue en France suite à ce poste-là, c'était très très avant-gardiste, curieusement, et ça m'a donné un coup d'avance. Voilà. Donc oui, ça m'a énormément enrichi cette expérience à l'étranger. Et tout particulièrement de travailler avec des gens de cultures différentes, d'attentes différentes, de modes de vie différents, de passer de Ramadan, voilà. Et c'est très enrichissant. Enfin, ça aide à bien vivre après, je pense. Très en phase avec son prochain, en tout cas. Bonjour Madame la sous-préfète, je suis Sonia Turgis, je suis proviseure donc dans l'éducation nationale dans l'Eure.
Peut-être pour reboucler avec ce qui nous vaut votre présence ici aujourd'hui, à savoir la thématique féminine et féministe d'une femme inspirante. Si vous essayez de répondre le plus spontanément possible, quel est pour vous, quel que soit le domaine, alors pas dans forcément dans votre entourage immédiat, mais que ce soit dans le domaine politique, culturel, sportif, scientifique, quelle est la femme inspirante qui vous vient à l'esprit comme ça d'emblée tout de suite? Non, j'aurais dû me douter qu'on allait me poser cette question, qui est une question assez classique en fin de compte, et je m'y suis pas préparée. J'aurais dû, n'est-ce pas? J'aurais dû parce que, alors une fois de plus, il y a plein de femmes sans doute qui m'inspirent et qui m'ont inspirée. Non, ça vient pas comme ça. Non, ça vient pas comme ça parce que il y a beaucoup de femmes qui m'ont, qui m'ont inspirée, qui m'ont. Je pense à une directrice que j'ai eue, qui est restée une amie depuis d'ailleurs, qui m'a au moment où j'ai passé le concours, qui m'a poussée. Et c'est vrai que je la trouvais super comme directrice. Je me dis écoute, il faut que tu fasses pareil. L'actuelle préfète du Grand Est, qui était secrétaire générale de la préfecture du Rhône quand j'étais DGA, c'est elle qui m'a dit Isabelle, ce serait pas mal, c'est bien le métier de parce que je disais ça a l'air bien ce métier de sous-préfet, secrétaire général, ça a l'air vraiment intéressant. Elle m'a dit faut pas hésiter, faut candidater, faut essayer. Donc là elle m'a inspirée. Mais ça c'est des gens que j'ai rencontrés au quotidien. Moi je suis assez peu inspirée par des vedettes ou des la jeune judokate qui vient d'être pour la 4e ou 5e fois Clarisse Aguenenou, qui vient d'être de nouveau championne du monde alors qu'elle a donné naissance à un bébé. Alors ça c'est exceptionnel, Enfin, faut aussi c'est un talent. C'est comme c'est comme des artistes. On a le talent ou on l'a pas. Il y a pas que ça. Il y a beaucoup de travail avec le talent, mais il faut les deux là, je pense. C'est plus dans votre entourage proche. Mais dans mon que entourage vous avez proche, des sources d'inspiration. Ma maman, pardon. Mais oui, bien sûr. Et mes grands-mères, figurez-vous. Et mes grands-mères aussi. Mes grands-mères qui étaient des femmes qui ne sont pas allées à l'école, ou très peu, vraiment très peu, et qui étaient des femmes de talent, des femmes courageuses, des femmes avec des super caractères, des très bonnes cuisinières. Mes grands-mères, oui, bien sûr, et ma maman. Au regard de ce que vous dites, j'ai une question sur l'importance en fait du mentorat, du tutorat des personnes dans le développement de carrière. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense que c'est important parce que c'est ce qui peut donner confiance, c'est ce qui peut dire oui c'est possible, c'est ce qui peut aussi nous aider à repérer quelles sont nos qualités effectives par rapport à certaines options qu'on envisage ou pas, ou au contraire parce que quelquefois on peut se tromper ou avoir envie de quelque chose et puis en fin de compte c'est pas fait pour soi, mais c'est important d'avoir quelqu'un qui nous dise oui c'est vrai que c'est intéressant, mais toi je te vois mieux, ou vous je vous vois mieux autrement, plutôt sur et c'est important. Je pense qu'il faut savoir aller écouter les conseils ou trouver quelqu'un avec qui échanger pour se faire à la fois aider, réconforter, accompagner sur sa voie. Vous avez parlé tout à l'heure de postes inaccessibles. Est-ce que pour vous, il y avait un poste inaccessible a priori que vous avez réussi à occuper quand même? Et si oui, de quelle façon? Le poste de DGA social du conseil départemental du Rhône, honnêtement, je pensais pas que ce serait pour moi, et j'ai été vraiment à la fois extrêmement flattée, heureuse qu'on me le propose. Parce qu'on me l'a proposé, je suis même pas allée le chercher, à vrai dire. Donc, mais parce que j'aurais pas osé, je crois, bêtement sans doute, parce que la preuve c'est que j'y suis restée 8 ans quand même. Et puis le poste de sous-préfet aussi, c'est quelque chose qui me faisait très très envie. Et si la sous-préfète à l'époque m'avait pas dit mais ça c'est possible, c'est pas gagné d'avance, mais c'est possible. Il faut, si on n'essaie pas, on sait pas. Je l'aurais sans doute jamais fait. Est-ce que vous avez un message à transmettre justement à toutes les auditrices, les auditeurs qui vont nous écouter? Qu'il faut, il faut oser dès lors qu'on a envie de quelque chose. Il faut s'en donner les moyens en osant et en travaillant pour et en
posant les bonnes questions aux bonnes personnes pour se faire conseiller, accompagner, ne pas hésiter à demander conseil, ne pas hésiter à faire part de ses envies, de ses ambitions, ne pas être intimidé par ses propres ambitions en fait, et se dire pourquoi pas. Et tant qu'on n'a pas essayé, tant qu'on n'a pas testé, on ne sait pas la réponse à ça. Donc il faut essayer et se donner les moyens. Merci beaucoup. Je pense qu'on arrive au terme de cet entretien. Donc, Cérig et Nathalie vont nous faire une synthèse de ce que nous retenons de cet échange. Nous vous remercions, Madame Dorlia Pouzet, pour cet entretien. Nous avons bien noté votre parcours ainsi que vos conseils. Donc, tout d'abord, je voudrais revenir sur l'une des premières choses que vous nous avez dites. D'abord en off, et ensuite, une fois l'enregistrement débuté, vous disiez « Pensez ne pas être inspirante ». Moi, je trouve que ça n'est pas le cas. Je pense que si on fait le tour de l'auditoire, ce sera également le cas. Ce que je retiens de notre entretien, c'est qu'il faut avoir assez confiance en soi pour attraper les opportunités qui se présentent. Et vous avez bien expliqué que quand vous vouliez quelque chose, vous vous donniez les moyens en analysant la situation et en travaillant. Ça, c'est vraiment un élément que je trouve très important. Et puis, ce que j'ai trouvé aussi important, c'est la manière dont vous abordez votre arrivée sur les postes et la question du management. Vous parliez d'écouter et de respecter pour être à votre tour respecté et écouté. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je vais garder et retenir. À travers votre témoignage, j'ai bien reconnu les valeurs du Bushido. Je pratique un peu les arts martiaux pendant quelques années, parmi lesquelles l'humilité, bien sûr, le courage, l'exigence, l'altruisme aussi. J'en oublie, bien sûr, mais voilà, votre exemple inspirant nous encourage à cultiver ces valeurs au quotidien, tant sur le plan professionnel que personnel. Et au-dessus de tout cela, vous placez la valeur du travail bien fait dans l'intérêt général. Merci. Merci à vous. Merci Madame Dorlia Pouzet. J'espère que nous aussi, on vous a apporté des éléments. Qu'est-ce que vous retenez justement de cet échange avec nous ? Moi, je vous remercie de vos questions qui sont à la fois discrètes et respectueuses, mais qui obligent à aller un petit peu au fond de ce que l'on est, à se révéler, je crois, et à aller dans son intimité quand même, malgré tout, mais de façon tout à fait délicate. Donc ça me va bien, je vous en remercie. Je vous remercie chaleureusement pour l'écoute de ce podcast. Je vous invite à en parler autour de vous et à le partager auprès de toute personne qui cherche de l'inspiration. Je remercie particulièrement l'IRA de Lille et la PFRH de Normandie qui permettent la tenue de cette journée et la création de ce podcast. Merci également aux participantes de ce parcours dont vous avez pu entendre les questions. Céline Delbar, Cérig Diarra, Patricia Fauchy, Caroline Gouju, Lorraine Adouche, Christelle Jossé, Linda Keila, Nathalie Lebert, Salima Kelfa, Aurélie Mas, Yael Pustilnikov et Cathy Talbot. Ce podcast a été réalisé par le studio Flamboyance que je remercie également.